la période de questions ne sera pas enregistrée pour un souci d'autorisation et de confidentialité. Et vous pourrez sous peu retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube de l'Institut et aussi sur notre site web dont je mettrai le lien dans le fil de conversation à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, je vais arrêter de parler et vous présenter nos deux présentateurs. Donc, je demanderai peut-être à Guillaume et à Jean-Guillaume de rallumer leur caméra pour qu'on puisse les voir pendant que je les présente. Donc, la présentation d'aujourd'hui, mesurer et utiliser la qualité perçue au SUS de l'Estrichus, va être donnée par Jean-Guillaume Marquis, qui est chef de service, et Guillaume Leblanc, qui est agent de planification, de programmation et de recherche. Ils travaillent tous les deux à la direction de la qualité, de l'éthique, de la performance et du partenariat, aussi appelé la DKEP, dans le service qualité et sécurité des soins et services. Donc, messieurs, je vous laisse la parole. OK. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien, Jean-Guillaume. Parfait. Donc, grand plaisir d'être avec vous ce midi pour parler du système de mesure et d'utilisation de la qualité perçue au CIUS de l'Estrichus. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter le système et puis aussi également de discuter des effets de ce système-là au sein de l'établissement qui est le nôtre, puis de parler de perspective. Fait que vous voyez, là, c'est moi qui ai le plaisir de briser la glace avec quelques éléments de contexte. Je vais après ça passer la parole à Guillaume qui va nous parler un peu plus en précision là, du système qualité perçue, la définition des résultats. Et je vais vous revenir pour ce qui est des effets et des apprentissages. Donc, c'est ça un peu qui est le plan de la présentation pour aujourd'hui. Donc, premier élément de contexte, il faut savoir qu'au CIUS de l'Estrichus, on a un modèle de performance qui est le système de gestion intégrée de la performance, dans lequel on dit que l'établissement va être performant s'il réussit à maintenir un équilibre dynamique entre différentes dimensions qui sont les engrenages qu'on voit à l'écran. Donc, on parle d'assurer la qualité, garantir l'accessibilité, utiliser les ressources, intégrer la mission universitaire, bâtir avec le personnel. Et puis au centre, il y a l'engrenage du agir pour et avec l'usager, ses proches et la population. Donc, c'est vraiment le système dont on va parler qui mesure la qualité perçue, l'expérience des usagers. Il vient s'inscrire dans cette dimension-là du modèle de performance. Et puis, ce qu'on voit dans le bas à gauche, là, un peu la fleur colorée en 6 pétales. Donc, ça, c'est le schéma qui résume là, l'approche, le cadre de référence sur la culture de soins et services centrés sur l'usager et les proches. Donc, il y a 6 grandes dimensions, un continuum de participation. Donc, vous voyez un peu là, les éléments de contexte dans lesquels les ancrages dans lesquels on vient bâtir le système de qualité perçue. Donc, au fil du temps, on a, depuis la venue du CIUS en 2015, là, on a commencé, on a fait différentes actions structurantes pour concrétiser cette vision-là du agir pour et avec l'usager, ses proches et la population. On a en 2017, on a défini le cadre de référence pour la culture de soins et services. Dans 2018-2019, on a fait toutes sortes d'instabinaires et d'ateliers de sensibilisation des gestionnaires pour que les gens comprennent davantage ce qui est dans le cadre de référence puis leur rôle en lien avec ce cadre de référence-là. On a aussi travaillé fort à rendre des outils disponibles pour les directions parce que ça concerne autant les directions cliniques que non cliniques. Ça concerne autant les directeurs que les coordonnateurs, que les chefs de service, que les soignants. Donc, puis là, vous voyez un peu à l'écran les différents outils qui sont rendus disponibles sur un intranet, soit pour soutenir la participation d'usagers dans des projets d'amélioration des services, le guide du gestionnaire. Il y a même ici un clin d'œil là, à la belle initiative menée par l'Institut universitaire en lien avec le projet Baromètre, qui lui est vraiment une approche là, dans les soins et services. Et puis, au-delà de tout ça, là, de définir, de sensibiliser, d'outiller, il y a l'idée aussi qui est importante, c'est d'accompagner l'ensemble des 19 000 employés ou des 15 directions à cheminer dans le renforcement de cette culture centrée sur l'usager et les proches, donc de rendre de l'accompagnement disponible
pour pouvoir concrétiser tout ça, là, percoler dans les équipes et puis que ça se rende jusqu'aux usagers à travers des projets comme le partenariat avec les plans d'intervention en soutien à domicile, le partenariat avec les parents en maternité, la récupération améliorée après chirurgie, etc. Donc, vous voyez un peu comment ça s'est déployé au fil des années depuis 2016. Et puis là, rendu en 2020, on arrivait là, à concrétiser des réels changements de pratique. Et puis là, paf, la crise sanitaire émerge et puis on a ajusté le tir en conséquence, mais c'est pour que vous voyez un peu comment ces actions structurantes-là se sont succédées, puis peut-être noter que le système d'évaluation d'utilisation de la qualité perçue, on voit là, qu'il est apparu là, tranquillement, on l'a conçu en 2018, puis à partir de 2019, on s'est mis à faire de la mesure, même si depuis le début, on voit avec la barre dans le bas qu'on parle de sensibilisation puis d'expérimentation en continu. Donc, vous voyez un peu là, la ligne du temps telle que c'est déployé. Donc, ici, je vais faire un clin d'œil elle se rapproche un peu plus du système de qualité perçue. On vient vraiment, à partir du moment où on dit qu'on a un modèle de performance dans lequel il y a une dimension d'usagère pour et avec, ben, ça prend des indicateurs et puis il faut piloter ça sur une base régulière. Donc là, depuis 3 ans maintenant, dans le plan annuel, il y a un indicateur qui est suivi là, par l'ensemble des directions. Donc, si on commence par le bas, là, on voit en 2018, l'indicateur s'intitulait Augmenter le taux de satisfaction des usagers de leurs soins et services. En 2019, on a augmenté le taux d'expérience positive rapportée par les usagers et leurs proches. Et puis là, en 2020, on a également retenu l'indicateur suivant qui est accroître le pourcentage des recommandations issues des sondages usagers et des plaintes actualisées dans les délais. Donc, en 2018-19, on avait un indicateur qui était plus une mesure d'effet, de résultat. Et puis, chemin faisant, on se rend compte qu'il y avait un intérêt à suivre un indicateur davantage de processus, voir comment les directions utilisent les résultats du système. Comment est-ce qu'on donne suite aux recommandations pour pouvoir générer de l'amélioration continue. Donc, c'est davantage ça qui est le libellé en ce moment. Je termine avec 2 diapos sur la COVID, le contexte de COVID, avant de passer la parole à Guillaume qui va nous parler vraiment précisément du système. C'est sûr qu'on se dit qu'on soit en temps de crise sanitaire ou pas, il y a une pertinence, il y a un besoin d'être à l'écoute de ce qui se vit sur le terrain par les équipes, par les usagers. D'autant plus dans une période tumultueuse comme ça, où est-ce qu'on est en constant changement, de rester branché sur le terrain puis de voir, de capter ce que vivent les usagers, c'est quelque chose qui est très pertinent en ce moment. Donc, on voit un peu là, qu'il y a toutes sortes de références là, que vous allez trouver en fin de présentation également là, vers des références très enrichissantes pour être capable d'être à l'écoute de ce que vivent les usagers en temps de COVID. Puis pour nous, le système de qualité perçue, c'est un des moyens que le CIUS se donne pour être à l'écoute de ce que vivent les usagers. Et puis, pour être très, très concret en termes de sondage, en ce moment, depuis le mois d'août, différents ici, on donne certains exemples de sondages qui ont eu lieu dans les directions pour pouvoir faire des ajustements, mais spécifiquement à la suite de la venue de la crise sanitaire. Donc, on voit au mois d'août, les centres de prélèvement qui avaient revu leur système de fonctionnement plus par prise de rendez-vous, ils ont cru bon de faire un sondage auprès de 200 usagers, puis ils font des projets d'amélioration avec ça. Tout récemment, il y a les services de dépistage qui ont également bénéficié d'une évaluation. La santé publique, en ce moment, évalue l'expérience des usagers qui sont placés en période d'isolement après avoir eu une annonce d'être positif à la COVID. En jeunesse, les gens en orthophonie, tout comme en maladie chronique, ils ont dû revoir leur façon de faire. Ils ne sont plus en mesure de faire la même séquence d'intervention individuelle et de groupe. Donc là, ils ont fait des ajustements pendant l'été. Puis là, ils font un sondage pour voir un peu les usagers, qu'est-ce
quelle est leur expérience du nouveau format de service qu'ils donnent. Aux urgences, on a revu la configuration de l'environnement physique des urgences et puis ça, il y a une évaluation en cours. Et puis santé mentale aussi, il y a des initiatives d'évaluation pour pouvoir toujours faire du fine-tuning, des ajustements en période de crise sanitaire. Donc, à partir de là, moi, je vais passer la parole à Guillaume qui va nous parler un peu plus du système en tant que tel. Parfait. Merci, Jean-Guillaume. Oui, en effet, je vais rentrer un petit peu plus dans le cœur des objectifs, du processus, du fonctionnement du système qualité perçue. Et juste avant de se lancer dans ce bal-là, j'aimerais regarder un petit peu avec vous quelques définitions. Parce que quand on parle d'expérience usagée, de satisfaction, de qualité perçue, il y a plusieurs termes qui peuvent sembler très interchangeables les mêmes, mais qui peuvent avoir des petites nuances. Donc, je vais vous faire un petit tour très, très rapide de la littérature, puis de voir qu'est-ce qu'on a retenu, nous, au CIUS et l'Estrichu. Premièrement, l'expérience patient. Là, on utilise le terme patient parce que c'est vraiment le Beryl Institute dans leur contexte à eux, ils utilisent plus le terme patient qu'usager. Donc, pour eux, c'est la somme de toutes les interactions façonnées par la culture organisationnelle qui influencent les perceptions des patients tout au long du continuum de soins. Par ailleurs, la satisfaction des usagers, ce serait quoi? Ça reposerait davantage sur une évaluation subjective qui dépend des préférences, des perceptions et des attentes personnelles, qui serait découlant un peu d'un écart perçu entre qu'est-ce qu'on croit avoir reçu puis qu'est-ce qu'on a reçu réellement. Satisfaction. Donc, la Vella et Galland nous dirait que la qualité perçue, c'est principalement une évaluation cognitive de qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, alors que la satisfaction, c'est qu'est-ce que le patient a ressenti de tout ça. Nous, au CIUS et l'Estrichu, qu'est-ce qu'on a retenu par contre comme définition? On a retenu quelque chose de plus large un peu pour répondre à différents objectifs aussi, puis on va y revenir un petit peu plus loin. Mais pour nous, la qualité perçue, ça réfère au point de vue et à l'appréciation des soins et services, autant de la part des usagers que de celle des groupes concernés. Puis qu'est-ce que ça inclut, ça, la qualité perçue? Ça inclut les sondages de satisfaction d'expériences vécues, les régimes d'examen des plaintes, les recommandations du protecteur des citoyens, les commentaires des comités des usagers. Fait que vous voyez, on prend quelque chose de beaucoup plus large, puis tout ce qui est rétroaction d'usagers, nous, on l'inclut comme la qualité perçue pour qu'on puisse faire des actions d'amélioration par la suite. Ici, petit... Excusez-moi, on me dit que, OK, finalement, le retour, OK, la vidéo fonctionne bien. Excellent. Donc, je vais poursuivre. Ici, simplement, ce que Jean-Guillaume mentionnait depuis tantôt, le système a été élaboré en 2017 en partenariat avec les directions cliniques et les partenaires style comité des usagers, les commissaires aux plaintes et autres. Et on est en déploiement progressif depuis 2018 où on a fait des projets pilotes et depuis on est en déploiement. Et là, on voit bien arriver l'amélioration du système. Donc, avec l'expérimentation, on voit qu'il y a des belles forces à notre système et des zones d'amélioration. Donc, on est là-dedans, en plus du COVID. Donc, c'est quoi les grands objectifs du système qualité perçue? Donc, on en a nommé 3 ici. Premièrement, alimenter la gestion de performance. C'est simplement pour faire un pont avec ce que Jean-Guillaume mentionnait plus tôt. Ça fait 3 ans que dans la planification annuelle, on a un objectif lié à l'expérience usagée, le agir pour et avec. Puis ça envoie un message très fort que agir pour et avec l'usager au CIUS de l'Estrichu, c'est important. C'est un message pour faire avancer cette culture de soins et services-là. Nous, en alimentant cette gestion de performance-là, puis en alimentant cet indicateur-là, ça nous permet de participer à cette propagation de ce message-là et de cette culture-là. Donc, le deuxième élément que je vais nommer ici, c'est répondre aux exigences. À gauche, à droite, à l'interne et à l'externe de l'organisation, ça fait demander de mesurer la satisfaction des usagers pour répondre à des éléments d'accréditation, par exemple Agrément Canada, Plaintree et autres, ou que ce soit par nos partenaires à l'interne, comme nos comités des usagers, qui, eux, dans la loi, se doivent de faire la mesure de la satisfaction des usagers. Donc, nous, on veut répondre à ces exigences-là à gauche, à droite. Et finalement, le troisième point qui est là, c'est soutenir l'amélioration continue de la qualité des soins et services. On veut s'assurer que de mieux répondre aux besoins des usagers. Puis en même temps, c'est un excellent moment pour faire de la reconnaissance auprès des équipes, parce qu'on sait que dans ces évaluations-là, il va sortir des éléments, oui, des zones d'amélioration, des pistes d'insatisfaction et tout ça, mais il va sortir énormément aussi de contenu très favorable, des gros éléments d'appréciation envers les équipes et de prendre cette information-là et de le retourner aux équipes, surtout quand on sait que le contexte peut parfois être un peu difficile dans le réseau en ce moment avec des surcharges et autres. Donc, ça permet de donner une petite tape bien méritée là, à nos équipes, à nos intervenants.
Les grands principes du système, on en a mis ici quelques-uns. Les démarches qui appartiennent aux directions cliniques. Donc, nous, ce n'est pas nous les propriétaires de ces démarches-là au service expérience usagée à la direction de la qualité. C'est vraiment les directions cliniques qui sont les porteurs de ces dossiers-là. C'est eux, en bout de ligne, qui vont devoir utiliser les résultats, diffuser les résultats, suivre l'évolution des choses. Nous, on vient les outiller, on les accompagne tout au long, on va faire l'analyse et tout ça, mais c'est vraiment eux qui sont les propriétaires qui doivent utiliser ça par la suite. C'est ça qui vient faire la puce, le lien avec la deuxième puce qui soutient l'exercice du rôle de cadre. Nous, on n'est pas là pour se souscrire au rôle des gestionnaires, on est là pour les accompagner à l'intérieur de ça, pour les aider à mettre en place un climat d'amélioration continue de la qualité, pour parler du cadre de référence, agir pour et avec, pour faire véhiculer ces messages-là. Donc, vraiment dans le soutien au rôle du leadership transformationnel. La troisième puce qu'on a ici, c'est le déploiement progressif par coordination. Puis ça, ici, pour mieux l'exprimer, je pense qu'un exemple va être aidant. Nous, si on se fait appeler pour faire une évaluation dans les urgences au CIUS Estrichu, on ne va pas faire une simple évaluation à l'urgence Fleurimont, à l'urgence Hôtel-Dieu. On va se mettre en mode CIUS, on va dire, bon, on va faire une évaluation dans les urgences au CIUS Estrichu. Le pont avec la puce suivante, c'est des données locales et organisationnelles. On veut, quand on fait ces démarches-là, pour apporter des actions d'amélioration continue locales pour chacun des chefs de service, même si on fait une démarche l'ensemble des urgences ensemble, il faut que chacun des chefs de service soit en mesure d'avoir ses propres données à eux pour savoir comment ça se passe chez lui, dans ses équipes, s'il va apporter des actions locales. Donc, ça nous prend, le système est conçu pour ça. Il est conçu également pour avoir des données organisationnelles. Fait que quand je dis on va faire une démarche aux urgences dans leur ensemble, ça nous permet de voir comment ça se passe de façon générale dans les urgences. Puis, y a-t-il des forces qui sont partagées partout? Y a-t-il des zones d'amélioration qui sont également partagées partout, puis pour lesquelles on pourrait travailler ensemble à les travailler? L'autre élément qui est dans cette ligne-là, c'est provenant de sources complémentaires. On va y venir un petit peu plus loin, mais on travaille à trianguler l'information qui provient, oui, des sondages, mais aussi des commentaires des comités des usagers et des plaintes. Puis ça fait le pont avec le partenariat qui est juste en dessous. Finalement, le dernier grand principe qu'on voulait souligner, en gras, en jaune, en plus gros que tout, c'est l'importance des suivis. Si on fait ces démarches-là, ce n'est pas juste pour que l'information soit tablettée par la suite. C'est comme, on a répondu aux exigences d'Agrément Canada, on a fait une évaluation, merci, bonsoir. On fait ces démarches-là parce qu'on veut qu'il y ait des actions d'amélioration qui en découlent. Puis, une des méthodes qu'on emploie pour ça, c'est l'intégration dans le pilotage de la performance. Ici, je vous présente un peu comment ça se passe concrètement dans les différentes évaluations. Chaque démarche passe par ces 7 grandes étapes-là, de la planification jusqu'au suivi des actions d'amélioration. À l'étape de planification, c'est là qu'on va s'asseoir avec nos partenaires des directions cliniques, des comités des usagers et nous, de la direction de la qualité, pour construire l'ensemble de la démarche. On va construire notre questionnaire qui, soit dit en passant, a un tronc commun. Donc, dans l'ensemble des évaluations qu'on fait, on a un tronc commun de 13 questions qu'on pose partout. Mais ensuite de ça, aussi, il y a tout le contenu spécifique parce qu'on ne mesure pas les mêmes choses aux urgences qu'on va les mesurer dans CHSLD. Donc, on va s'asseoir avec les directions cliniques puis avec les comités des usagers pour voir, vous, là, dans votre spécifique, qu'est-ce qui est important de mesurer pour que vous puissiez utiliser ces résultats-là par la suite. Puis nous, de notre côté, on va aussi faire un petit tour dans la littérature pour voir, habituellement, qu'est-ce qui est mesuré dans une évaluation d'urgence, dans une évaluation en hébergement et autres. Fait qu'on construit ensemble ces questionnaires-là. On va aussi construire ensemble la méthode de collecte de données. On va planifier nos communications aux équipes, aux chefs de service, aux usagers et autres. Puis on va planifier aussi l'utilisation des résultats. À l'étape suivante, l'étape de la collecte, ça va simplement se passer comme on l'a planifié à l'étape précédente. Et simplement, que je voulais mentionner ici, c'est que ça nous prend des démarches qui vont s'adapter aux réalités des différents milieux. On ne fait pas une collecte de données de la même façon on l'a fait aux urgences où on a de l'ambulatoire avec des milliers et des milliers de personnes là qui passent par semaine, que si on se retrouve à faire une évaluation dans un CHSLD avec des résidents qui sont là pendant un certain temps, avec des résidents qui sont aptes cognitivement, d'autres qui ne le sont pas également. Donc, les méthodes de collecte de données doivent absolument s'adapter aux réalités terrain. L'étape suivante, c'est l'étape d'analyse. Nous, on va aller chercher les résultats du sondage, autant le quantitatif, le qualitatif. On va faire une triangulation avec les plaintes et les comités des usagers, ce qui va nous permettre de produire à la fin un portrait intégré de l'expérience usagée. Donc, vous voyez dans le bas un grand carré, un gros poster. Je reviens dans les diapositives suivantes en plus gros. Les étapes suivantes, plan d'amélioration et diffusion, c'est des étapes qui sont concomitantes.
où on va aller diffuser les résultats aux coordonnateurs et aux chefs de service. Puis eux, ensuite, ils vont prendre ces résultats-là, ils vont les faire vivre auprès de leurs équipes. Diffusion des résultats, comme je vous disais, c'est un bon moment pour faire de la reconnaissance auprès des équipes. Ensuite de ça, c'est de regarder avec eux quelles sont les zones d'amélioration, qu'est-ce qu'on fait avec ça, pour qu'en plus, dans les étapes ensuite, dans les étapes suivantes, on puisse faire la réalisation de ces actions-là et des suivis sur ce qui se passe réellement. Réalisation et suivi, un des outils qu'on utilise beaucoup, c'est le pilotage dans les salles tactiques, le pilotage de performance au CIUS. Puis Jean-Guillaume, vous pourrez nous en parler un petit peu plus loin là, dans le volet effet du système. Donc, tel que promis, on revient sur les posters intégrés, les portraits intégrés de l'expérience usagée. Donc, ces portraits-là, on en produit un pour chaque chef de service localement. Quand, comme je vous disais, le chef de service aux urgences à Fleurimont, il doit avoir ses résultats locaux chez lui pour apporter des actions d'amélioration locales. Même chose pour chacun des chefs de service pour chaque installation. Et on en produit un aussi avec une vision plus globale qui va agréger l'ensemble des résultats d'une même coordination pour que le coordonnateur puisse avoir une vigie sur l'ensemble de ces secteurs. Donc, très rapidement, dans la portion gauche, on a les résultats aux questions fermées, dites plus un peu plus quantitatives. Et dans la portion droite, on a le volet plus qualitatif. Dans le tronc commun de nos questions au sujet de Strichu, on a deux questions ouvertes qui sont qu'est-ce que vous avez le plus apprécié et qu'est-ce que vous avez le moins apprécié. Donc, nous, on utilise ce contenu-là pour l'intégrer, le volet qualitatif à droite avec des verbatims et tout ça. Ensuite de ça, vous voyez aussi, on a une case pour les comités des usagers pour qu'ils puissent nous donner de l'information sur eux, de leur côté, qu'est-ce qu'ils entendent de la part des usagers. Parce que dans le fond, quand on parle de qualité perçue, comme je le disais tantôt, on va chercher de l'information de différentes sources pour trianguler tout ça, pour avoir vraiment une vigie sur l'expérience globale des usagers. Puis pas juste avoir le sondage qui est très ponctuel, qui a duré 2 semaines au mois d'août 2018. Et ensuite de ça, on fait le même exercice de triangulation avec les plaintes qui sont reçues là, au commissaire aux plaintes. Donc, nous, on prend toute cette information-là, puis au verso, on essaie de regarder ici, dans la portion gauche, quels sembleraient être les principaux éléments appréciés des démarches par les usagers dans les différents secteurs, quelles sembleraient être les principales zones d'amélioration. On a aussi là, un plan d'action dans le bas pour rappeler aux gestionnaires que ces résultats-là, il faut faire quelque chose avec. L'utilisation des résultats est très importante. Et un petit bonus ici, vous voyez de quoi pourrait avoir l'air un rapport pour le coordonnateur quand je vous disais qu'il va avoir une vigie plus sur l'ensemble de ces secteurs et tout ça. Ça reprend le volet plus quantitatif uniquement. Mais on voit rapidement dans un coup d'œil, est-ce qu'il y a ligne par ligne, est-ce qu'il y a des thèmes, des questions qui semblent être plus fortes ou plus faibles et qui seraient partagées dans l'ensemble des secteurs ou plutôt, on peut le prendre par colonne et dire, y a-t-il des éléments qui semblent être plus difficiles dans un secteur, dans un service ou autre? Donc, c'est juste là pour vous montrer de quoi ça peut avoir l'air, les outils qu'on utilise couramment. Donc, avant qu'on se lance dans les résultats eux-mêmes, juste une petite mise en garde ou mise en contexte en lien avec les informations que je vous ai dit juste avant. Donc, qu'est-ce que c'est le système et qu'est-ce que c'est pas également? Donc, c'est des démarches qui sont co-construites. C'est des démarches qui ont un équilibre important entre mesure et utilisation des résultats. C'est aussi une couche de base pour agir pour et avec les usagers, les proches et la population dans l'ensemble de l'organisation. Qu'est-ce que c'est pas? Donc, si on a bien suivi ce que je mentionnais depuis tantôt au niveau des processus et des grands principes, c'est que ce n'est pas des démarches qui sont standardisées. Ce n'est pas des démarches qui ont des objectifs de publication non plus. Ce n'est pas des démarches avec des échantillons 100% représentatifs. Ce n'est pas non plus des projets d'envergure qui vont nous prendre 1, 2 ou 3 ans à sortir. Souvent, on va faire des démarches en quelques mois seulement. Donc, ce qui m'amènerait à vous parler des résultats. Donc, premièrement, si on regarde de façon très macro, les résultats qu'on a au CIUS de l'Estrichu, on a dans le tronc commun de questions, on a une question de satisfaction globale qui est « Êtes-vous satisfait des soins et services reçus? » Donc, cette question-là, on la pose partout. C'est cette question-là qui a servi quand même pendant longtemps à alimenter l'indicateur 1 de la planification annuelle. Donc, on voit qu'en février 2020, on avait 74,1% des gens qui avaient répondu qui étaient totalement satisfaits ou presque des soins et services qu'ils avaient reçus. Donc, ils avaient répondu 9 ou 10 sur une échelle de 1 à 10. Ça, c'est basé aussi sur les bonnes pratiques, entre autres sur l'Institut canadien d'information en santé ou le HCAT aussi, qui procède un peu de la même façon.
À droite, vous voyez un portrait de quoi ça avait l'air dans l'ensemble de l'organisation en février 2020, ce qui avait été réalisé. On avait environ 5000 participants dans 17 coordinations cliniques. Ça représentait environ 105 portraits intégrés de l'expérience usagée, donc les fameux portraits que je vous ai décrits un peu plus haut. On avait obtenu environ 5400 commentaires positifs des usagers. Donc, encore une fois, c'est très bon levier pour faire de la reconnaissance auprès des équipes, mais aussi 2337 suggestions d'amélioration qui se sont découlées en différentes actions par la suite, que Jean-Guillaume va aborder dans les effets. Cette diapositive-là, c'est simplement pour vous mentionner qu'encore en reprenant la question de satisfaction globale, êtes-vous satisfait des soins et services que vous avez reçus, on voit qu'il y a quand même une bonne variabilité là, dans les différents secteurs. Donc, en radio-oncologie, les résultats étaient très, très, très élevés. Puis dans les secteurs où justement on entend un peu plus parler dans les nouvelles, où on sait que ça va un petit peu plus difficile, bien, on voit aussi que le taux de satisfaction était plus bas également là, dans les CHSLD ou dans les urgences et tout ça, et ce n'était pas surprenant à ce moment-là. Donc, ce que vous voyez ici, résultat en bref, je vais essayer de l'exprimer du mieux possible. Quand je vous ai parlé de la triangulation des résultats dans les portraits intégrés de l'expérience usagée, je vous ai dit qu'on a essayé d'en sortir qu'est-ce qui semble être les éléments les plus appréciés et les principales pistes d'amélioration. Donc, quand on prend ces portraits-là au niveau des coordonnateurs, puis qu'on essaie d'en extraire l'ensemble du contenu pour dire, bien, de façon globale, dans le sujet de l'Estrichu, quels sembleraient être les éléments les plus appréciés, combien de fois ça revient, chacun de ces éléments-là, on voit que les relations interpersonnelles, ça représentait 46% à peu près de tout le contenu qui était dans les éléments les plus appréciés. On avait 21% des éléments qui tournaient autour de la qualité de la prestation des soins et services, 12% au niveau de l'information transmise aux usagers, 7% rapidité et disponibilité, et 14% pour le autre. Quand on regardait dans les principales pistes d'amélioration qui se dégageaient de ces différentes évaluations-là pour l'ensemble du Estrichu, on voyait des affaires au niveau des informations sur les soins, les services et les partenaires. Donc, environ 29% du contenu qui sortait de cette lecture-là sortait à ce niveau-là. Sur l'accessibilité aux soins et services et la stabilité des équipes, on avait environ 19% du contenu qui touchait ces éléments-là. Environ 15% touchait l'environnement physique des infrastructures et 8% sur la ponctualité. Puis là, je voulais faire un petit aparté sur les relations interpersonnelles qui sont aussi dans les pistes d'amélioration. Là, vous voyez, c'est à la fois dans le plus apprécié, mais on le voit aussi dans les pistes d'amélioration. Ça peut sembler contradictoire. C'est simplement pour mentionner que si on regarde une évaluation, puis on regarde dans son ensemble, les résultats sont très, très forts au niveau de la compassion, des relations interpersonnelles. Puis que pour la grande majorité, à ce moment-là, on va le mettre dans les éléments qui sont les plus appréciés. Par contre, si on réussit quand même à aller chercher quelques commentaires sur des éléments de relations interpersonnelles qui ont été plus difficiles, on ressort aussi des éléments de plainte aussi à ce niveau-là ou des commentaires de la communauté des usagers. Bien là, ça se pouvait qu'à ce moment-là, on mettait dans les pistes d'amélioration d'être vigilant par rapport à certains éléments de relations interpersonnelles parce qu'il semblait avoir quelques événements là, ponctuels qui arrivaient. Donc, c'est simplement pour mentionner un petit peu là, cette petite élément qui semble contradictoire, mais qui ne l'est pas réellement. Donc, ça, c'est super intéressant, ces résultats-là, quand on les regarde, parce que ça fait du croisement autant dans le quantitatif, dans le qualitatif, avec les plaintes et les commentaires des comités des usagers. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste quand même un petit peu à vue de nez. On fait la meilleure triangulation qu'on est capable de faire possible, mais si on essaie de dire, bon, quel poids relatif on met au quantitatif versus le qualitatif versus les plaintes et tout ça, on peut arriver là, à certaines analyses qui sont un petit peu plus subjectives et tout ça. C'est pour ça que là, depuis l'été dernier, on a accueilli dans notre service un étudiant en intelligence d'affaires qui est à la maîtrise en intelligence d'affaires, qui a commencé à nous aider et à nous outiller pour dire, si on veut se lancer dans des analyses un petit peu plus statistiques, moins subjectives de tout ça, peut-être de quoi ça pourrait avoir de l'air. Donc, vous voyez là à l'écran le tronc commun de questions au CIUS Estrichu sur une matrice importance-performance. Donc, qu'est-ce qui, dans les éléments du tronc commun, a le plus d'impact sur la satisfaction des usagers? Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails de ça, c'est simplement pour vous dire qu'on est en train de s'outiller pour regarder ça un petit peu plus en détail. Et finalement, avant de repasser la parole à Jean-Guillaume sur les effets du système, je vais simplement présenter ici quelques limites de ce système-là. Il y en a d'autres, et je vais mettre celle-là ici en lumière. Donc, premièrement, c'est des échelles de mesure qui ont des codes numériques et des libellés qui ne sont pas numériques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand les gens répondent aux questions, ils répondent sur une échelle en 4 points qui n'est pas du tout
peu, assez ou tout à fait, à laquelle on vient à côté une cote numérique de 0, 3.3, 6.6 et 10. Donc, on sait qu'il y a des enjeux en lien avec cette façon de procéder là, simplement parce qu'on sait que l'écart entre pas du tout et peu n'est pas nécessairement le même qu'entre peu et assez, et ainsi de suite. Mais par contre, ça nous permet d'avoir un score sur 10 qui est beaucoup plus facile à comprendre et à utiliser pour nos chefs de service. Donc, une autre limite, c'est au niveau de la standardisation entre les démarches elles-mêmes. Donc, c'est sûr que si on parle d'une mesure aux urgences ou au CHSLD ou dans les programmes jeunesse, il n'y aura pas de standardisation entre ces démarches-là. Mais il y a aussi des fois à l'intérieur d'une même démarche où si, par exemple, on se retrouve à avoir plusieurs personnes qui font la distribution d'un questionnaire, donc ça se peut qu'il y a des fois, il y a des biais à cet égard-là, par exemple. Chaque démarche individuelle a ses forces et ses faiblesses. Si je prends un exemple ici, dans la CHSLD, on devait identifier les résidents qui étaient aptes cognitivement à répondre au questionnaire et ceux qui ne l'étaient pas. On s'est rendu compte qu'à force de travailler de cette façon-là, on s'est rendu compte que la ligne n'est peut-être pas tout à fait facile à bien déterminer entre les deux. Ça, c'est un exemple de force ou de faiblesse à l'intérieur d'une démarche propre. Et finalement, l'autre élément, c'est au niveau de la triangulation à renforcer, mais je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Finalement, l'analyse transversale, c'est en lien avec la diapositive que je viens tout juste de vous présenter et notre étudiant en intelligence d'affaires. Je ne rentrerai pas dans les gros détails de ça. Simplement pour vous mentionner que quand on fait une fusion de 17 bases de données, ça amène son lot de limites et de points de vigilance également qu'il faut qu'on surveille. Donc, Jean-Guillaume, je te repasse la parole pour ce qui est des effets du système. Excellent, merci Guillaume. Donc, il nous reste un petit 8 minutes avant d'accueillir les questions, commentaires. N'hésitez pas à en écrire dans le chat ou en tout cas prendre des notes. Tant mieux si on peut aussi avoir des échanges verbaux là, après la présentation. Ils seront les bienvenus. Donc, en termes d'effets, on voit, ça nous ramène un peu aux objectifs. On se rappelle les grands objectifs que Guillaume a nommés, qui étaient d'alimenter l'amélioration continue, répondre à des exigences, puis soutenir le pilotage de la performance. Donc, en termes d'effets, on en voit un peu sur ces sphères-là. Et j'aurai un peu plus de détails pour les points 2, 3, 4 là, qui parlent d'amélioration continue, de performance organisationnelle et de leadership transformationnel. Peut-être juste nommer ici à ce moment-ci pour ce qui est de l'exigence, de répondre à certaines exigences, bien, c'est sûr que lors de ces visites, sa visite à Agrément Canada a souligné cette action-là, ce système de mesure d'utilisation de la qualité perçue qui vient beaucoup répondre à des préoccupations que Agrément a à travers ses critères du programme de qualité Cumentum, où il fait de plus en plus, depuis 2016, Agrément encourage les établissements à travailler en partenariat avec les usagers ou avec l'apport des usagers, puis ça s'inscrit tout à fait dans cette vision-là du programme d'agrément. C'est très utile aussi en CHSLD avec les visites régulières du MES qui vient voir installation par installation un peu comment ça se passe. À chaque fois, on leur présente les rapports qui sont issus de ces milieux-là, puis c'est des données qui sont utiles à cet effet-là. Et puis, ça nous permet de travailler aussi en collaboration avec les comités d'usagers, comités de résidents, parce qu'eux, dans la loi, ils ont un volet là, de leur fonction là, qui doit être d'évaluer la satisfaction. Donc, prochains effets, pour ce qui est de l'amélioration continue, bon, on a vu qu'en février 2020, il y avait quelque chose comme 2300 commentaires d'amélioration avec des données quantitatives et puis que tout ça, ça avait donné lieu à 244 actions d'amélioration qui étaient documentées, pilotées par les chefs de service. On peut se dire, wow, ça fait beaucoup, puis peut-être qu'on est en train de s'éparpiller, puis on veut pas, on est déjà sursollicité, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le 3/4 de ces actions-là, c'est de nature dans les opérations quotidiennes. Donc, on ne part pas 244 projets d'envergure avec la collaboration de plusieurs directions. C'est beaucoup des actions à la portée de chacun des chefs de service pour faire des ajustements dans leurs opérations quotidiennes. Et puis, il y a un quart des actions qui est plus sous l'ordre d'un projet qui demande la collaboration avec différentes directions puis qui s'échelonne sur 3, 6 mois, 9 mois, 1 an. Et puis, la plupart de ces projets-là, en fait, c'était déjà des projets en cours pour lesquels on se dit, ces projets-là, quand ils vont être menés à terme, ils risquent d'avoir un impact sur l'expérience des usagers. Donc, c'est juste de documenter ça puis de faire des liens, en fait.
Voilà, maintenant, si on regarde un peu la répartition des actions d'amélioration en fonction des différentes dimensions du cadre de référence, bien, on voit que 25% des 244 actions qui parlent de mieux clarifier l'information transmise aux usagers pour qu'ils puissent davantage travailler en partenariat avec les équipes. Et puis qu'il y a 20% qui concernent les environnements, puis seulement que 2% concernaient les proches. Donc, c'est un niveau d'information qu'on voulait faire un bref survol comme ça. Tout comme le suivant qui est de dire, bien, parmi les 244 actions, il y en a combien qui concernent les gestionnaires? Pour ce qui est du pilotage, moi, je ne sais pas si... OK, c'est bon. J'ai eu un petit flottement visuel, là, mais là, ça va, je le vois mieux. Donc, sans tomber dans les moindres détails, l'idée, c'est pour l'ensemble des indicateurs du plan annuel qui est dans le modèle de performance, dont le premier indicateur qui concerne l'expérience usagée, bien, on travaille à instaurer une cohérence ou un alignement entre ce qui est suivi au niveau des équipes ou dans les stations visuelles opérationnelles, ce qui est par la suite escaladé dans les salles tactiques par direction. Et puis, ce qui finit par alimenter la salle de pilotage stratégique des directeurs pour piloter l'ensemble de la performance. Donc, pour ce qui est de l'indicateur 1, l'expérience usagée, c'est un pilotage au niveau stratégique là, qui a lieu une fois par mois avec un calendrier préétabli. Et puis, l'ensemble des directions sont amenées là, à basculer leurs données là-dedans pour pouvoir faire un suivi. Je dirais qu'au niveau stratégique, le suivi est très macro. C'est davantage dans les salles tactiques par direction que là, il y a des suivis plus étroits qui se font là, sur les actions d'amélioration. Et puis, ben, tout ça, ça a l'air très joli, mais ce n'est pas facile d'implanter ça dans un grand établissement comme le nôtre. Et puis, là, au fil des années, là, on en vient qu'à vouloir renforcer un peu le volet des stations visuelles. Ce n'est pas toutes les équipes qui disposent de leurs stations visuelles opérationnelles. Et puis là, ben, autant on travaille à essayer de déployer davantage ces stations visuelles opérationnelles-là, autant il faut aussi raccorder les ficelles là, pour que tout la circulation se fasse bien là, du terrain jusqu'à la salle stratégique. Prochaine diapo, quand on parle de quatrième catégorie d'effets, c'est dire oui, on répond à nos exigences, oui, ça nous aide à piloter notre performance, puis on fait de l'amélioration continue avec ça. Mais il y a aussi un effet sur le rôle de gestionnaire. C'est-à-dire que les gestionnaires, dans une approche, dans une culture de soins et services centrés sur l'usager et les proches, on dit qu'il faut qu'ils inspirent la vision auprès de leurs équipes, que de par leur exemplarité, ils puissent inspirer, transmettre les éléments de vision du AG pour et avec, tout comme les autres dimensions là, à leurs équipes. Il faut qu'on les veut les plus présents possibles des usagers et des équipes. On veut être dans une organisation apprenante, de créer un climat d'amélioration continue avec les usagers et avec les équipes. Et puis, on veut être capable d'évaluer les résultats. Donc, on voit que d'avoir des résultats de qualité perçue, ce n'est pas juste bon pour évaluer les résultats, c'est aussi bon pour inspirer la vision. Là, quand le chef diffuse ces résultats-là à ses équipes et puis dit que c'est important pour lui, puis qu'il les implique dans trouver des solutions d'amélioration, c'est une action structurante là, qui permet de... C'est un levier intéressant pour actualiser son rôle de leader transformationnel. Puis c'est sûr que quand on parle de ça avec les équipes, les gens nous disent qu'ils apprécient avoir des données de leurs usagers dans leur milieu. Là. Ça parle beaucoup aux gens là, dans la complexité des soins de ces années-ci, d'avoir un moment en équipe pour se dire hey, qu'est-ce qu'ils nous disent les usagers, les comités d'usagers, les plaintes, les sondages, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui serait amélioré. Souvent, les gens nous disent que ça fait du bien là, dans le brouhaha là, de se regrander un peu puis de voir c'est quoi les échos de nos usagers là, sur les soins et services qu'on leur donne.
Maintenant, deux dernières diapos en termes d'apprentissage. Comme vous avez vu, là, on a commencé à élaborer ça en 2017-18. On a travaillé, on a fait beaucoup de collectes de données en 2018-19. Et puis là, on réalise, ou en tout cas, si on prend un pas de recul, qu'est-ce qu'on constate, c'est que un CIUS, c'est très varié. C'est beaucoup de sphères d'activité différentes. Donc, il faut être capable à la fois d'avoir un tronc commun, mais aussi de faire preuve de flexibilité pour que ce soit parlant et utile dans chacun des secteurs. C'est sûr qu'on l'a bien parlé tout à l'heure du positionnement du service expérience usager, qu'on est là en soutien, en rôle conseil, mais c'est vraiment l'affaire des directions, d'être à l'affût de d'aller capter l'expérience des usagers puis de l'utiliser, d'y donner un sens. La question de ne pas voir les sondages en vase clos, mais de trianguler avec les autres sources de qualité perçue qui sont les plaintes et comités d'usagers, c'est quelque chose qui ajoute de la robustesse, ou en tout cas parce que en fond, c'est le chef de service qui se retrouve à recevoir ses résultats de sondage d'un base, avoir ses plaintes du comité d'usagers, puis là, qui se demande un peu qu'est-ce qui doit être le plus important dans tout ça. Puis, donc, l'idée d'aider les chefs à trianguler. C'est sûr que c'est une belle opportunité là, pour ramener les gens là, à l'essentiel, ou à créer du sens autour de la démarche. On ne fait pas ça pour cocher des cases, on fait ça pour améliorer son service, on fait ça pour la population estrienne. Et puis, que tout ça, c'est l'image de l'homme qui plantait des arbres à droite, la petite... le récit du type qui, pendant des années, plante des graines, et puis qu'après 30 ans, il y a une belle grande forêt qui a poussé. Donc, l'idée, c'est de voir ça à moyen et long terme dans une optique de changement de culture. Là. Donc, voici les grands apprentissages. Puis, pour ce qui est des perspectives à venir, on parle de renforcer le pilotage. C'est sûr qu'on n'a pas la prétention de dire que le système dans sa version actuelle est parfait. Puis, d'ailleurs, la venue de la crise sanitaire, ça nous amène à développer des nouvelles techniques de collecte de données. Là, on ne peut plus utiliser de papier, ça c'est sûr. Puis là, récemment, on a essayé via SMS, puis ça a ses avantages, puis ça a ses limites aussi, tout comme par simple sondage, etc. Donc, on veut travailler aussi à renforcer le partenariat avec les comités d'usagers, les comités de résidence. Ils sont très impliqués dans la plupart des mesures. Ceci dit, on constate qu'ils impliquent plus au début, puis hop, à un moment donné, on ne sait pas trop, là, mais il y a quelque chose à faire là, dans l'aval de la démarche, le plus vers la fin, d'être sûr d'entretenir le partenariat jusqu'à l'utilisation des résultats. Ça, c'est des perspectives. Et puis, en termes de faciliter la diffusion des résultats, jusqu'à maintenant, on a travaillé fort à rendre les résultats disponibles par chef de service, par coordonnateur, par directeur. Un peu moins pour la population, un peu moins pour les usagers. Et puis là, on voit des établissements ailleurs qui font des choses intéressantes, puis on se dit qu'il y aurait lieu là, de pouvoir consolider ça. Et puis, toujours là, maintenant qu'on a une base de données quand même intéressante là, avec justement le stagiaire en intelligence d'affaires, on a 5000 répondants. On a commencé à goûter à toutes sortes d'analyses transversales. Donc, ça, on a une belle base de données à exploiter davantage pour susciter toujours plus d'amélioration continue. Je crois, Guillaume, que les prochaines diapos, c'est plus des remerciements un peu tous les gens qui ont aidé au fil du temps, des gens de comité des usagers, des collègues de la direction qualité, etc. Puis, quelques références, si ma mémoire est bonne. Donc, je pense que ça nous mène, Claire-Marie, à la période d'échange.